La patronne m'a expliqué qu'il n'y avait plus de travail pour moi. J'ai dit, vous me virez? Elle m'a dit, non, on n'a pas besoin de te virer, tu es en contrat 0 heure. À partir de maintenant, tu travailles 0 heure. Je te donnerai le règlement intérieur la prochaine fois que tu viendras travailler. J'ai dit, mais vous venez de me dire que je ne travaillerai plus pour vous. Elle m'a dit, c'est vrai. J'ai dit donc, je ne peux pas avoir le règlement. Elle m'a dit non. Alors qu'est-ce que je peux faire? Elle a répondu rien. Canary Wharf, le quartier d'affaires flambant neuf de Londres. Les buildings de verre y abritent les sièges des plus grandes banques de la planète. Il est 1h du matin, les rues sont désertes, et les étages aussi. Et puis, à y regarder de plus près, nous les apercevons. Des banquiers en train de travailler, comme en pleine journée. Au pied des tours, en file indienne, les Black Cabs, les célèbres taxis londoniens. Payés par les entreprises, ils ramèneront chez eux les banquiers qui finissent au milieu de la nuit. Adrien Sied est l'un de ces travailleurs noctambules. C'est des horaires où la plupart des employés sont déjà chez eux. Et donc on fait le trajet en général plutôt seul ou en taxi pour rentrer chez soi. Depuis 8 mois, ce jeune diplômé travaille dans l'une des plus grandes banques du monde. Et il a dû s'habituer à un rythme soutenu, des semaines de 80 heures. Les entreprises clientes des grandes banques exigent une disponibilité totale. Il est 1h30, c'est presque un peu tôt pour Adrien. Je pense que le mot qui convient le plus pour décrire les exigences, c'est certainement la flexibilité, puisque on nous demande de pouvoir être disponible à presque toute heure du jour et de la nuit, et être capable de revenir de vacances si c'est nécessaire, être capable d'annuler des week-ends si c'est également nécessaire. Je suis désolé, je dois répondre à un email. En fait, il vous lâche jamais, en fait. Ah, là, on était plusieurs sur le pied de guerre, donc il y a forcément toujours des petits follow-up, comme on appelle ça. Ceux qui envoient des emails, ce sont des collègues encore loin de se coucher. Adrien, lui, a la chance de s'endormir à 3h du matin. Le lendemain, il arrivera au travail à 9h. Dans la semaine, il dort rarement plus de 4 heures. Un rythme effréné, mais compensé par un salaire confortable. En début de carrière, Adrien touche environ 7 500 € par mois, presque 4 fois plus que le salaire moyen au Royaume-Uni. Mais dans tous les secteurs, les Anglais apprennent à ne plus compter leurs heures. Ils oublient les horaires fixes et la pause pour le thé. Une conception du travail radicalement différente de celle de la France. Cela semble marcher, seulement 8% de chômeurs. Mais ce modèle profite-t-il à tout le monde? Quels sacrifices faut-il faire pour travailler à l'heure anglaise? Briques rouges, pluie fine, nous commençons cette enquête à Londres, où nous allons rencontrer les plus ardents défenseurs de la flexibilité anglaise. Au fond de cette impasse discrète, des entrepreneurs français. Une PME de 7 salariés et aux commandes, Béatrice, 37 ans. On a 2 pièces à part qui nous permettent, une, de ranger nos stocks, et la deuxième, c'est une pièce dans laquelle on grave. Aujourd'hui, c'est Mélanie qui grave. Cette entreprise fabrique des bijoux personnalisés, vendus sur Internet. Chaque jour, c'est une centaine d'écrins orange qui sont envoyés par la poste à des clients tout autour du monde. Et celui-là, on n'en avait pas parlé. Et puis ceux-là, ils sont sympas, je savais que ça pouvait aller. Du coup, celle-là, elle part quand? Lundi, je pense. Ambiance start-up et succès immédiat après les débuts en 2007, même chez les célébrités. Sur le mur, un tableau de chasse des clients prestigieux. Et depuis quelques heures, une nouvelle égérie princière, tout juste découverte sur une photo de presse. Dans la PME So French, c'est l'effervescence. En fait, on a eu une très belle surprise hier soir d'avoir l'apparition d'une photo de Kate sur un blog portant notre collier. C'est vous qui avez créé ce collier en fait, hein? Exactement, c'est nous qui avons lancé ce collier. On ose à peine y croire. Comment espérer meilleure publicité?
Kate Middleton vient couronner le succès de cette entreprise, en pleine croissance. Le chiffre d'affaires augmente tous les ans de 30%. Arnaud, le mari de Béatrice, s'occupe des finances. Et il trouve que son job est étonnamment simple. En Angleterre, écrire un contrat de travail, c'est comme cuisiner. La recette est sur Internet. On va taper Employment Contract. Et après, là, il y a un certain nombre de liens qui vont venir. Il y a le site du gouvernement, par exemple. Là, donc, on va cliquer dessus. Donc là, c'est le gouvernement anglais. Et voilà, qui m'explique ce qu'il faut dedans. Il faut qu'il y ait absolument le nom de la société, le nom de l'employé, combien elle va être payée, combien de vacances elle aura. Voilà, c'est assez basique. En France, les contrats ne peuvent être rédigés sans référence au Code du travail. Mais en Angleterre, tout est libre. C'est ce que nous allons voir avec Emma. C'est elle qui fait le service après-vente. Avec Arnaud, elle relit son contrat à la carte. Il spécifie qu'Emma doit travailler un total de 135 jours sur toute l'année, qu'elle ne travaille pas pendant les vacances scolaires pour s'occuper de ses enfants, et qu'elle doit travailler entre 3 et 5 jours par semaine le reste de l'année, pour environ 1 000 € par mois. Alors vous travaillerez 4 jours par semaine en mars, ensuite à nouveau 3 jours par semaine, pas de travail en août. Ok, parfait. Donc elle a un contrat très flexible où elle travaille que pendant les périodes scolaires, elle travaille que de 9h à 3h. Voilà, l'idée c'est que début d'année, on refait le point. Est-ce que nous, ça nous correspond bien? Est-ce que elle, ça lui va bien? Est-ce que vous voulez travailler plus, moins? Voilà, comment on s'arrange? C'est parfait, car je suis disponible quand il y a beaucoup à faire ici. Je connais le planning à l'avance et je reste flexible. Ça marche pour tout le monde. Au Royaume-Uni, salariés et patrons ne s'interdisent aucun arrangement. De tous les pays européens, le droit du travail britannique est le moins contraignant et ce n'est pas prêt de changer. Yeah, exciting. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple au Royaume-Uni d'embaucher et de licencier. Et pour les patrons anglais, c'est cette souplesse qui a permis de sauver l'économie en période de crise. Nous nous rendons à la Confédération des employeurs et recruteurs, le syndicat qui regroupe les agences de recrutement. Tom Hadley est l'un des responsables. Une des grandes raisons pour que le marché du travail au Royaume-Uni a continué à fonctionner, même quand les temps étaient très très durs économiquement, c'est parce qu'on a un marché du travail flexible, ce qui fait que pour les entreprises, c'était plus facile de recruter même s'il n'y a pas une énorme confiance dans le climat économique. Pour les entreprises en crise, diminuer les coûts de personnel, c'est une priorité. Nous, on a des cas, par exemple des usines, qui s'ils n'avaient pas pu monter un modèle de ce qu'on appelle condensed hours, c'est-à-dire que tout le monde travaille les mêmes heures, mais que pendant 3 jours, par exemple. Donc, ils travaillent des journées plus longues, mais 3 jours, ce qui permet de fermer l'usine pendant 2 jours et économiser énormément d'argent. S'ils n'avaient pas pu faire ça, l'usine aurait fermé, la boîte était fermée. Donc ça, c'est un bon exemple où la flexibilité a aidé des boîtes à survivre. Pour le lobbyiste, c'est clair, un marché du travail souple, c'est le meilleur antidote face à la crise. Et cette souplesse, c'est souvent une organisation au jour le jour. Elle peut être recherchée par certains salariés. Nous sommes à Knightsbridge, dans le centre de Londres. Un quartier commerçant où travaille James Joyce depuis plus d'1 an. Son job, animer le rayon cosmétique chez Harrods, le grand magasin mythique de Londres. Je vends du parfum. Je me tiens là avec ma bouteille et j'asperge les clients de parfum. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de se tenir bien droit, de mettre un beau costume. C'est un travail et de l'argent facile. Un petit boulot bien payé, 12 € par heure. Et il a un avantage, James travaille seulement quand il en a envie. Il a le droit de refuser des journées de travail. Et pour lui, qui a besoin de temps pour réaliser d'autres projets, c'est irremplaçable. Car James veut être comédien. Nous le retrouvons le lendemain. Bonjour, comment ça va? Bonjour, James, comment allez-vous? Allez, entre. Cet après-midi, il ne travaille pas. Il a rendez-vous chez un photographe pour faire son book. Et il est plus à l'aise devant l'objectif que derrière le comptoir.
Une double vie rendue possible par un contrat de travail extrêmement souple. Oui, c'est pratique. Si j'ai des choses à faire, comme ça, je peux prendre la journée pour faire des photos. Il suffit que j'appelle le matin, je leur dis que je ne suis pas disponible et je mène ma petite vie. Cette souplesse, espère-t-il, permettra de lancer sa carrière. Un jour au magasin, l'autre à la scène, est-ce toujours aussi simple? Dans la banlieue nord de Londres, le lendemain matin. Il est 9h et James sort de son lit péniblement. Aujourd'hui, pas de costume. James enfile doucement son sweat préféré et ses chaussons. Un matin comme les autres, sans trop se presser. Et comme tous les jours à 9h, avant même de boire un café, James appelle l'agence qui recrute le personnel du magasin à Rhodes. Bonjour. Bonjour, c'est James Joyce. Salut James, ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Tu appelles pour travailler? Oui, effectivement. Ok mon chou, je l'ai noté. Super. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, on attend. Pas de réponse immédiate. L'agence doit lui chercher une disponibilité pour la journée. Alors James attend. Un moment café pour commencer d'un bon pied. Un moment détente avec Minou. Un moment beauté pour fixer la mèche. Un moment réseaux sociaux pour répondre aux copains. Le temps passe et le téléphone ne sonne pas. Je les ai appelés à 9h. Ça fait 3h et 15 minutes. Vous savez si vous allez travailler? Bon, je pense qu'à ce stade, j'aurai pas de travail aujourd'hui. James a signé un contrat avec l'agence de recrutement, mais rien ne lui garantit qu'il travaillera quand il est disponible. Les employés sont-ils conscients de cette particularité du contrat? Nous nous rendons en caméra cachée à une session de recrutement dans l'agence qui emploie James. Une vingtaine de jeunes entre 19 et 25 ans attendent nerveusement. La responsable du recrutement, en pull rayé, arrive. Les candidats se présentent, la voix tremblante. Bonjour à tous, je m'appelle Vérania. Ça fait 4 ans que j'ai déménagé ici. Bonjour, je m'appelle Anna. Anna. La responsable du recrutement explique quel genre de travail l'agence peut offrir. Ce qu'on vous propose, c'est du travail de vente dans les rayons de beauté et cosmétiques des grands magasins. Ce qu'on peut vous offrir, nous, c'est du travail flexible bien payé. L'aspect principal du travail ici, c'est la flexibilité. La responsable est directe. Ici, c'est du travail à la carte et rien n'est garanti. Est-ce que vous garantissez un nombre d'heures minimum par semaine? Non. Il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout une entreprise qui propose du travail flexible. Nos clients peuvent nous appeler et nous demander du personnel pour le jour même. Donc on peut vous appeler à la dernière minute. En gros, ça dépend de vos disponibilités. C'est la fin de l'entretien. Retour chez James. Il nous confirme que son contrat ne lui garantit aucune heure de travail. Ce n'est pas comme un boulot normal avec un nombre d'heures garanti et le salaire qui va avec. C'est plus facile pour eux de te payer uniquement quand ils ont besoin de toi, mais de ne pas avoir à te payer quand il n'y a pas de travail. James peut gagner entre 0 et 1000 euros par mois. Il enchaîne ce genre de contrat flexible depuis 2 ans. Il nous en montre un. Les conditions sont explicites. L'entreprise fournit du travail quand il y en a. Elle n'est pas obligée de fournir du travail à l'employé et celui-ci n'est pas tenu de l'accepter. Et en annexe, c'est écrit en toutes lettres, l'entreprise exige des salariés flexibles. Sinon, elle arrêtera tout simplement de donner des heures de travail. Ça s'appelle un contrat 0 heure. C'est un moyen pour l'employeur de dire que le minimum d'heures qu'il doit vous donner, c'est 0.
S'il ne vous donne pas de travail, alors il ne fait rien de mal. Avec ce contrat, il se couvre en quelque sorte. Un contrat 0 heure. La formule est étonnante. Mais pour cette jeune génération d'Anglais, un CDI à plein temps, ça fait partie du passé. Selon un syndicat, 5 millions de Britanniques seraient en contrat 0 heure. Pas moins d'un travailleur sur 6. Des chiffres qui font sortir les Anglais de leur flegme et vont créer le scandale. En août 2013, des journalistes révèlent que des institutions emblématiques utilisent massivement les contrats 0 heure. En tête, Buckingham Palace. La couronne fait le plein de personnel en contrat flexible chaque été pour faire face à l'affluence des touristes. La Tate moderne, l'équivalent du centre Pompidou, est également pointée du doigt. Quant à McDonald's ou Sport Direct, le décathlon local, jusqu'à 90% de leur effectif seraient en contrat 0 heure. Et si ces contrats ultra flexibles ont choqué l'opinion, c'est qu'ils rendent possible de nombreux abus. Nous sommes à Leicester Square, le quartier des théâtres, au cœur de Londres. Ici, le spectacle commence dans la rue. James Ivans a travaillé pendant 5 ans dans une de ces boutiques qui vendent des places à prix réduit pour les spectacles. Dans ce quartier, les représentations sont nombreuses et les agences centralisent les billets des comédies musicales du moment. Je travaillais pour l'une des agences qui vend les tickets. J'étais en contrat 0 heure. James pouvait gagner jusqu'à 2000 € par mois. Mais les ennuis commencent il y a 2 ans, quand ses patrons suppriment brusquement les primes sur les ventes qu'ils versent aux employés. James perd un 5e de ses revenus. Il envisage de monter un syndicat pour négocier. La réponse des patrons est immédiate. Je travaillais 5 ou 6 fois par semaine. Mais quand ils ont appris que j'essayais de négocier pour avoir des primes, je n'ai plus travaillé qu'une fois toutes les 2 semaines. Le changement était très brutal. On m'appelait au dernier moment pour des remplacements et j'étais obligé de dire oui pour gagner un peu d'argent. Chez lui, James nous montre ses anciens bulletins de salaire. À droite, une fiche de paye, 440 livres, soit 530 €. C'est juste avant que James n'entre en conflit avec ses patrons. La semaine suivante, il tombe à 114 livres, 136 €. La sanction est claire, les salaires ne vont plus décoller. 71 livres 84, une semaine vraiment géniale. Qu'est-ce qu'on fait avec 70 livres par semaine à Londres? On ne peut pas faire grand-chose. À la fin, je ne pouvais même pas payer le bus pour aller au travail. Je pouvais à peine manger ou payer mon loyer. À l'époque, James est contraint de quitter son appartement. Il dort sur le canapé de ses amis. Un jour, il touche le fond. La patronne m'a expliqué qu'il n'y avait plus de travail pour moi. J'ai dit, vous me virez? Elle m'a dit, non, on n'a pas besoin de te virer, tu es en contrat 0 heure. À partir de maintenant, tu travailles 0 heure. J'ai dit que j'aimerais contester et que je voulais voir le règlement intérieur. Elle a dit non. Je te donnerai le règlement intérieur la prochaine fois que tu viendras travailler. J'ai dit, mais vous venez de me dire que je ne travaillerai plus pour vous. Elle m'a dit, c'est vrai. J'ai dit donc, je ne peux pas avoir le règlement. Elle m'a dit non. Alors qu'est-ce que je peux faire? Elle a répondu rien. Sans travail, mais pas au chômage. Sa situation s'apparente à un licenciement abusif. Mais il ne peut pas porter plainte et il est très compliqué pour lui de s'inscrire au Pôle emploi anglais. Nous retournons à Leicester Square. Partout, des panneaux annoncent des prix cassés. Les économies faites sur le personnel grâce au contrat 0 heure permettent-elles aux entreprises de vendre les tickets moins chers? Nous avons demandé une interview à l'entreprise qui a embauché James. Sans réponse, nous nous y rendons en caméra cachée. Après quelques minutes de négociation, le patron en personne descend pour nous parler. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Je suis un journaliste français. Ok. Je voulais vous parler de travail flexible. Non, non merci. En fait, j'ai parlé avec un de vos anciens employés, James. Et il dit qu'il était en contrat 0 heure ici. Ouais, possible. Et je voulais savoir si... Je ne veux pas vous parler. Si vous voulez parler à James, c'est à n'importe qui, allez-y. Mais nous, on n'est pas intéressés. Ne touche plus à cette sonnerie. Ne reviens pas ici. Donc je ne peux pas vous poser de questions. Non, t'es un journaliste. Maintenant, tu vas te faire voir.
C'est à peu près la réponse que nous avons reçue partout quand nous avons demandé des interviews aux patrons qui utilisent les contrats 0 heure. Pendant notre enquête, nous avons passé des dizaines de coups de téléphone. Yes, hello. Yeah, I'd like to request an interview about flexible work and 0-hour contracts. Les réponses par email n'ont pas tardé à suivre. Et nous avons pu faire l'expérience du British sous-entendu très poli. Nous craignons que cela ne perturbe le travail des employés. J'ai bien peur que pour cette fois-ci, je ne puisse trouver personne pour cette interview. Malheureusement, je ne pense pas que nous pourrons vous aider pour cette fois. Merci pour votre demande, mais nous ne pourrons pas trouver quelqu'un pour votre interview. Malaise autour des contrats 0 heure. Alors nous sommes retournés voir Tom Hadley, le représentant des employeurs. Et s'il reconnaît des abus, il affirme que les contrats 0 heure sont aussi profitables aux employés. La façon dont c'est géré, c'est vrai, on peut revoir ça. Ce qui est important, c'est d'être vraiment clair avec les travailleurs, quel est le contrat, comment ça va se passer en pratique. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Mais je crois que dans la plupart des cas, la flexibilité du monde du travail, c'est quelque chose qui aide les gens à rentrer dans le monde du travail, mais aussi à progresser dans le monde du travail après. Un tremplin, la justification serait presque altruiste. Et cela fait sourire les économistes de la Work Foundation. Ici, les chercheurs observent depuis 20 ans le marché du travail anglais. Dans un rapport, Ben Reed a critiqué les contrats 0 heure. Socialement préjudiciables, ils ne seraient même pas rentables pour les entreprises. Prenons deux entreprises comparables. L'une utiliserait massivement les contrats 0 heure et l'autre les utiliserait peu. Eh bien, il est très difficile de voir si l'une a de meilleurs résultats que l'autre. Par exemple, deux énormes chaînes de fast-food, toutes les deux extrêmement présentes au Royaume-Uni et qui emploient toutes les deux plus de 25 000 personnes. L'une a dit publiquement qu'elle utilisait les contrats 0 heure. L'autre a déclaré qu'elle ne les utilisait pratiquement pas. Eh bien, il n'y a pas de différence significative. D'après cet économiste, aucune différence n'apparaîtrait dans les chiffres d'affaires des deux chaînes de fast-food. Ben Reed l'analyse de la manière suivante. Quand ils sont fidélisés, les employés sont plus mobilisés, ce qui se traduit par des gains de productivité. Au final, ces gains équivaudraient les économies réalisées par les contrats 0 heure. Mais si cela est vrai à l'échelle d'une immense chaîne de fast-food, les contrats 0 heure permettent tout de même à la majorité des entreprises de réaliser un maximum d'économies. Et au Royaume-Uni, leur utilisation se généralise, même dans des secteurs que les Anglais croyaient protégés, comme l'aide à domicile. Ces Britanniques qui s'occupent des personnes âgées et des malades. Autrefois gérés par le domaine public, ils sont de plus en plus confiés en sous-traitance à des entreprises privées qui ont recours au contrat 0 heure. Nous avons quitté Londres pour rencontrer l'une de ces aides. Newcastle, au nord de l'Angleterre. C'est ici que vit Rochelle Monte avec ses 3 enfants et son mari Pietro, qui travaille dans un restaurant. Ça fait 20 ans que Rochelle est aide à domicile. Un travail difficile, mais pour cette femme joviale de 37 ans, une vocation. C'est moi partout dans cette brochure de l'entreprise. Sourire hollywoodien et service première classe. En 2012, elle reçoit même un prix, une récompense pour son implication totale. J'imagine que c'est un peu comme être une actrice. Je dois oublier ce qui me pèse sur les épaules, mes problèmes. Mais certains patients adorent me donner des conseils. Ça marche dans les deux sens. C'est vraiment un boulot sympa. Mais parfois, le sourire laisse place à l'inquiétude. Comme la quasi-totalité des 300 000 aides à domicile au Royaume-Uni, Rochelle est en contrat 0 heure. Elle gagne entre 700 et 1 000 euros par mois en fonction de son emploi du temps. Cela fait 7,55 € par heure, le salaire minimum. Mais nous allons voir, en la suivant dans sa journée de travail, que c'est loin d'être aussi simple. Bye! Pour l'heure, elle dit au revoir à ses enfants qui restent à la maison en ce dimanche. Un petit baiser, Tori? Tu t'en vas déjà? Oui. Bye. Cet après-midi, les visites commencent à 17 h et ne termineront pas avant 22 h.
Le planning est fixé par son employeur. Rochelle le découvre d'une semaine sur l'autre. Je vais me garer juste ici. Avec un peu d'avance, elle arrive à son rendez-vous. Pour ne pas exposer les patients, nous n'avons pas le droit de filmer Rochelle chez eux. Nous l'attendons à l'extérieur. Après une vingtaine de minutes, la visite est terminée. Pour Rochelle, le temps est compté. Elle nous apprend qu'elle n'est pas payée entre les rendez-vous. Nous décidons de chronométrer, sur une plage de 5 heures, combien de temps elle va passer à aller d'un rendez-vous à l'autre. Et ça commence mal. J'ai une pause d'une demi-heure maintenant. Je n'ai rien à faire. Alors je vais lire dans la voiture. Vous serez payé ? Ah non, je ne serai pas payée. Un rendez-vous a été annulé et Rochelle doit attendre sa prochaine visite. Elle part pour son deuxième rendez-vous avec ce sourire qui la quitte rarement. Nous relançons le chronomètre quand Rochelle ressort. À nouveau, elle cesse d'être payée jusqu'à son prochain patient. Une situation qu'elle juge hypocrite. Le gouvernement sait qu'on n'est pas payé entre les visites. Les collectivités n'incluent pas le temps d'attente entre les visites dans les budgets quand elles font des appels d'offres. Tout le monde sait que ça se passe comme ça, mais personne n'a envie que ça change. Si elle prend en compte tous les temps de trajet, Rochelle est payée en dessous du salaire horaire minimum anglais. Elle paye les frais d'entretien de sa voiture, l'essence et son forfait de téléphone, une situation inimaginable en France. Ce soir, après 8 visites où elle a tenté d'oublier ses problèmes pour mieux se mettre au service de ses patients, Rochelle craque. On est des centaines de milliers d'aides à domicile dans ce pays. Et on travaille vraiment dur. Mais on se fiche de nous. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour rendre service à nos patients. C'est honteux que personne ne fasse attention à nous. Vous vous sentez abandonné ? Oui. Il est 22h, Rochelle termine sa tournée. Il s'est écoulé 5 heures depuis qu'elle a quitté sa maison cet après-midi. Sur notre chronomètre, 1h46, c'est le temps qui ne sera pas comptabilisé dans sa rémunération. C'est très frustrant. Ce sont presque 2 heures de travail qui ne seront pas payées. J'étais au travail, mais je ne serai pas payée. Et demain, Rochelle recommence à 7h30. Elle travaille 10 jours d'affilée et prendra 2 jours de repos. Un rythme effréné, celui d'une Angleterre prête à tout pour travailler.